Les collègues de ma femme l'ont convaincue de m'ignorer pendant une semaine pour établir sa domination. Jour 8, elle est rentrée à la maison pour découvrir que j'avais ignoré le mariage tout entier. Quand elle a vu le placard et les comptes bancaires vides. Vendredi soir dernier, j'étais assis dans ma voiture devant notre maison de ville de Buckhead et j'écoutais ma femme planifier de m'ignorer pendant une semaine. Non pas parce qu'elle était malheureuse, non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que ses collègues l'avaient convaincue que cela l'aiderait à établir sa domination dans notre mariage. J'avais quitté le bureau plus tôt, ce que je fais rarement. Mon équipe avait terminé un déploiement logiciel majeur en avance sur le calendrier, et mon chef de projet m'avait pratiquement poussé dehors à 17h30. La circulation sur Peachtree était plus fluide que d'habitude, et je suis arrivé dans notre rue à 18h45 au lieu de mon habituel 19h30. Le soleil du soir était encore vif, projetant de longues ombres sur les pelouses manucurées de notre quartier. La Honda blanche de Whitney était garée dans l'allée, les fenêtres baissées pour capter la brise de fin de printemps. Je pouvais entendre des voix avant même d'avoir coupé mon moteur. Des voix féminines ponctuées de rires occasionnels. Je les ai reconnues immédiatement. Kimberly, Stephanie et Bryce, les 3 collègues de son agence de marketing qui étaient devenues ses plus proches confidentes au cours des derniers mois. Quelque chose dans leur ton a fait que ma main s'est arrêtée sur le contact. Il y avait une intensité dans la conversation, une qualité conspiratrice qui a déclenché des signaux d'alarme dans ma tête. Je me suis garé dans la rue au lieu d'entrer dans le garage et je suis sorti silencieusement, me rapprochant du côté de la maison où je pouvais entendre chaque mot clairement. « Tu dois établir ta domination dans ton mariage », disait Kimberly. Sa voix avait cette qualité de coach que j'avais appris à détester au cours des dernières semaines. Les hommes réagissent aux dynamiques de pouvoir. Mon thérapeute dit, le retrait émotionnel est le mécanisme de contrôle ultime, ajouta Stéphanie. Bien sûr, elle avait un thérapeute qui donnait des conseils comme ça. J'ai fait ça avec mon petit ami l'année dernière, dit Bryce. Ignorance complète pendant une semaine. Pas de texto, pas d'appel, dormir dans une chambre séparée, agir comme s'il n'existait pas. Il y eut une pause. Puis la voix de Whitney, incertaine. Je ne sais pas. James n'est pas comme ça. Il est plutôt indépendant. C'est exactement le problème, rétorqua Kimberly. Il est trop à l'aise. Tu dois lui rappeler ce que serait la vie sans toi. Fais-moi confiance, continua Bryce. Au 3e jour, il suppliera pour avoir ton attention. Au 7e jour, il planifiera une escapade romantique et achètera des bijoux. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Elle parlait de moi comme si j'étais une sorte d'animal dressé qui ferait des tours pour attirer l'attention. La clé, c'est l'engagement total, dit Stéphanie. Ne pas sortir de ton rôle. Fais comme s'il était invisible. Et s'il s'en fiche, demanda Whitney. La question resta en suspens. Toutes les 3 ont ri. Ont vraiment ri. Impossible, dit Kimberly. Aucun homme ne peut supporter d'être ignoré par sa femme. Ça va à l'encontre de leur ego. Commence lundi matin, ordonna Bryce. Ça te donne le week-end pour te préparer mentalement. J'ai entendu Whitney soupirer. D'accord, une semaine. Mais si ça se retourne contre moi? Ça n'arrivera pas, interrompit Stéphanie. Documente tout. Ça va être tellement bien. Je suis retourné à ma voiture et j'ai fait le tour du pâté de maison. Mes mains tremblaient, mais pas de tristesse, de pure colère froide. Ces femmes traitaient mon mariage comme une expérience sociale, et ma femme y participait. Quand je suis revenu et que je me suis garé dans l'allée 10 minutes plus tard, ses amis étaient partis. Whitney était dans la cuisine quand je suis entré, et elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était. « Tu es rentré tôt, dit-elle. » La circulation était fluide, ai-je répondu, en étudiant son visage. Elle avait l'air nerveuse, excitée, se préparant déjà pour sa petite performance. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté de ma femme pendant qu'elle s'agitait et vérifiait son téléphone. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Elle allait le faire. Elle allait vraiment passer une semaine à prétendre que je n'existais pas parce que 3 personnes qui nous connaissaient à peine pensaient que ce serait divertissant. Mais voici ce que Whitney et ses psychologues amateurs ne comprenaient pas à mon sujet. Je ne joue pas à des jeux avec les gens que j'aime. Et je ne tolère absolument pas les gens qui essaient de jouer à des jeux avec moi. Si ma femme voulait voir à quoi ressemblait la vie sans moi,
je lui montrerai exactement cela. Le week-end s'est déroulé dans une étrange normalité. Samedi matin, Whitney était nerveuse et distraite, vérifiant son téléphone constamment. J'ai aperçu des messages de discussion de groupe de ses collègues sur son écran. Tu peux le faire. Rappelle-toi, silence total. J'ai hâte de voir comment il réagit. J'ai suggéré que nous allions déjeuner au Pont City Market. Whitney a accepté avec empressement, voulant probablement une dernière journée normale avant que son expérience ne commence. Nous avons traversé le hall de restauration et je l'ai regardé prendre des photos de nous ensemble, documentant l'avant pour ses amis, sans aucun doute. Dimanche, pendant que Whitney était à son cours de yoga, j'ai commencé à faire des préparatifs. J'ai photographié des documents importants. J'ai vérifié nos comptes bancaires. L'épargne commune s'élevait à 47 000 €. Le compte courant commun avait 8 200 €. J'ai examiné notre contrat de location. Nos 2 noms, expirant dans 4 mois. Puis j'ai passé un coup de fil. Mon frère à Dallas a écouté pendant que j'expliquais la situation. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment. Alors, tu vas juste partir, a-t-il demandé. Je vais lui donner exactement ce qu'elle demande, ai-je dit. Une semaine sans moi, sauf que ce sera permanent, à moins qu'elle ne puisse expliquer pourquoi je devrais revenir. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, a dit Carl. Quand est-ce que tu viens? Mercredi. J'aurai tout arrangé d'ici là. Dimanche soir, Whitney était anxieuse et silencieuse. J'ai agi affectueusement, sachant que c'était la dernière fois pour un moment. Je t'aime, ai-je dit. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle m'a regardé avec quelque chose comme de la culpabilité dans les yeux. Je t'aime aussi. J'ai pensé, tu es sur le point d'apprendre ce que cela signifie vraiment. Lundi matin est arrivé. Whitney était déjà dans la salle de bain quand je me suis réveillé à 6h30. Je me suis levé et j'ai commencé à faire du café. Bonjour, ai-je dit joyeusement quand elle est sortie. Elle est passée juste à côté de moi, sans même jeter un regard dans ma direction. Et ainsi, cela a commencé. Whitney s'est préparée pour le travail dans un silence complet. Elle n'a pas posé de questions sur le café ou le petit déjeuner. Elle n'a pas parlé de sa journée. À 7h45, elle est partie travailler sans dire au revoir. Je l'ai regardée s'éloigner en voiture. Puis je me suis mis au travail. Premier appel, mon bureau. J'ai demandé 2 semaines de congés payés. J'en avais 3 en réserve et je ne les avais jamais utilisés. Mon responsable a approuvé immédiatement. Deuxième appel, Carl. J'arrive mercredi soir. Confirmé. Troisième point, recherche. J'ai passé 1 heure à chercher des entreprises de déménagement et des installations de stockage. J'ai obtenu des devis. J'ai fait une liste. À 12h30, je me suis rendu dans une autre banque de l'autre côté de la ville. J'ai ouvert un nouveau compte personnel et j'y ai transféré les 23 000 € que j'avais sur mon épargne individuelle depuis avant notre mariage. De l'argent qui était uniquement le mien. Puis j'ai changé mon virement automatique de salaire vers le nouveau compte. À 14h, je suis entré dans un cabinet d'avocats du centre-ville d'Atlanta, dans un de ces vieux bâtiments en briques qui avaient été convertis en espace de bureau moderne. La réceptionniste m'a dirigé vers le 3e étage. L'avocat s'appelait Gerald Price. Il avait 58 ans, les cheveux grisonnants, et le genre de visage buriné qui suggérait qu'il avait vu toutes les variations possibles des drames relationnels humains. Les murs de son bureau étaient tapissés de livres de droit et de diplômes encadrés de l'université Emory. « Monsieur Caldwell », dit-il en me serrant fermement la main. « Asseyez-vous. Dites-moi ce qui se passe. » Je me suis assis dans le fauteuil en cuir en face de son bureau et j'ai expliqué la situation, la conversation surprise, le plan d'ignorance, ma contre-stratégie. J'ai gardé ma voix égale, factuelle, comme si je décrivais un problème commercial plutôt que mon mariage en pleine désintégration. Gérald a écouté sans m'interrompre. Il a pris des notes sur un bloc-notes légal avec un stylo plume. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo et s'est adossé à son fauteuil, en m'étudiant. « Vous êtes remarquablement calme à ce sujet », a-t-il observé. « J'ai eu le week-end pour digérer, ai-je dit. La plupart des gens dans votre situation pleuraient ou crieraient. Vous êtes assis là comme si vous discutiez d'un litige contractuel. Est-ce que pleurer aiderait?
Il a souri légèrement. Non, mais ce serait plus typique. Il a repris son stylo. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien. Vous ne jouez pas à des jeux. Vous partez vraiment. J'ai fini de jouer à des jeux, ai-je corrigé. Gérald a hoché la tête lentement. Très bien. La Géorgie est un État à distribution équitable. Nous aurons besoin d'une documentation complète de tous les actifs, comptes bancaires, biens immobiliers, véhicules, fonds de retraite, tout. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé, relevé bancaire, notre bail, notre certificat de mariage, la documentation de mon compte d'épargne prénuptiale. Gérald a parcouru les papiers, son expression approbatrice. Vous êtes venu préparer. Je suis architecte logiciel. Je planifie les choses. Que voulez-vous obtenir de tout ça, a-t-il demandé. Une rupture nette. Elle peut avoir l'appartement, les meubles, sa moitié des économies. Je veux juste m'en sortir avec ma dignité intacte. Gérald a haussé un sourcil. La plupart des gens se battent pour chaque meuble. C'est remarquablement civil pour quelqu'un qui est clairement furieux. J'ai croisé son regard. Je ne suis pas furieux. J'en ai fini. Il y a une différence. Il m'a étudié un autre instant, puis a hoché la tête. Très bien, je vais rédiger un accord de séparation. Des choses standards. Division des actifs, cessation des obligations conjointes. Étant donné ce que vous m'avez dit de la situation, je recommanderais d'inclure une clause sur le conseil conjugal si une réconciliation est envisagée. Ça me va. Cela prendra quelques jours à préparer correctement. J'aurai tout prêt pour jeudi. Parfait. Une dernière chose, dit Gérald alors que je me levais pour partir. Êtes-vous sûr de vous? Une fois que vous passerez à l'acte de partir, surtout de la manière dont vous prévoyez de le faire, il n'y a pas de retour en arrière possible. Votre femme va être dévastée. J'ai pensé à la voix de Whitney lors de cet appel téléphonique. L'excitation dans son ton alors qu'elle acceptait de m'ignorer. La façon dont ses amis avaient ri à l'idée que je pourrais ne pas m'en soucier. Elle a fait son choix, ai-je dit. Maintenant, je fais le mien. Les honoraires s'élevaient à 3500 €. Je les ai payés avec mon nouveau compte. Ce soir-là, je suis rentré à la maison à 17h30 avant Whitney. J'étais déjà passé chez Home Depot pour des boîtes et du ruban adhésif. Je les ai emmenés directement dans la chambre d'amis et j'ai commencé à emballer des livres, des objets personnels de mon bureau à domicile, des vêtements dont je n'aurais pas besoin pour la semaine. Je finissais la deuxième boîte quand j'ai entendu la voiture de Whitney dans l'allée. Elle est rentrée à 18h30. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner par habitude. J'en avais fait assez pour deux. Le dîner est presque prêt, ai-je dit. Whitney est passée tout droit à côté de moi et est montée à l'étage. Je l'ai entendue au téléphone dans notre chambre. La porte était entr'ouverte. Jour interminé, disait-elle. Il a essayé de me parler 2 fois, mais je suis restée forte. Je pouvais entendre ses amis l'acclamer en arrière-plan. J'ai dîné seul devant la télévision. À 20h, Whitney est descendue, s'est préparé son propre repas et l'a ramené dans la chambre. J'ai continué à emballer. Au moment où je suis allé me coucher dans la chambre d'amis, j'avais 3 boîtes cachées dans le garage derrière nos décorations de Noël. Mardi matin a été une répétition du lundi. Whitney m'a complètement ignoré, mais j'ai remarqué qu'elle me jetait des regards, s'attendant à une sorte de réaction. Je suis resté joyeux et indifférent. Après son départ pour le travail, je suis retourné au bureau de Gérald. Les papiers de séparation étaient prêts. Vous êtes sûr de ça? A demandé Gérald. Complètement. Prochain arrêt, un entrepôt de stockage sur Piedmont Road. J'ai loué un box de 10x10 pour 140 € par mois. Après ça, Huol. J'ai réservé une camionnette pour vendredi matin. J'ai passé l'après-midi de mardi à emballer plus de boîtes. Au moment où Whitney est rentrée à 18h45, j'avais 6 boîtes au total, toutes cachées dans le garage. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé en lisant un livre. Whitney est passée devant moi plusieurs fois, faisant du bruit dans la cuisine, claquant les placards, faisant couler l'eau bruyamment. Je n'ai pas levé les yeux. Elle est montée, frustrée. Je l'ai de nouveau entendu au téléphone. Il ne réagit pas comme vous l'aviez dit.
Il se contente d'exister. Il est probablement dans le déni, la voix de Kimberly est parvenue jusqu'à moi. Donne-lui jusqu'à jeudi. Il craquera. C'est le masque, l'assura Stéphanie. À l'intérieur, il se meurt. Reste forte. J'ai souri et tourné la page de mon livre. Mercredi matin, j'étais dans notre chambre en train de faire une valise quand Whitney est passée pour aller à la salle de bain. À travers la porte ouverte, elle pouvait me voir plier des chemises, organiser des articles de toilette. Ses pas se sont arrêtés. Je pouvais la sentir me fixer. J'ai levé les yeux. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur la valise ouverte sur notre lit. Des questions étaient écrites sur tout son visage, mais elle ne pouvait pas les poser sans briser son silence. Les règles de son jeu la piégeaient. Je suis retourné à mes occupations, délibérément décontracté. Je pars en voyage d'affaires, ai-je dit, sans la regarder. Un truc de dernière minute. Urgence client à Birmingham. Je ne serai pas de retour avant dimanche soir. J'ai observé son reflet dans le miroir de la commode. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée, ses mains se sont serrées à ses côtés. Cela ne faisait manifestement pas partie de son plan. Elle était censée être celle qui contrôlait, me regardant souffrir de son absence. Au lieu de ça, je partais, lui enlevant son public. Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant mon absence, je suppose que tu enverras un texto, ai-je ajouté en fermant la valise. Ou pas. J'ai pris mon sac et je suis passé devant elle. Elle sentait son café du matin et cette lotion à la lavande qu'elle utilisait toujours. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai failli me sentir mal pour ce que je faisais. Puis je me suis souvenu d'elle riant avec ses amis à l'idée de documenter ma réaction, de la façon dont je supplierais au 7e jour. La culpabilité s'est évaporée. On se voit dimanche, ai-je dit et je suis parti. J'ai chargé la valise dans ma voiture et j'ai quitté l'allée. Dans le rétroviseur, j'ai vu Whitney debout à la fenêtre du salon, le téléphone déjà à la main. Elle enverrait un texto à ses collègues dans les secondes qui suivraient, demandant quoi faire, si c'était normal, si elle devait rompre son silence. Je savais aussi qu'elle vérifierait et localiser mes amis pour voir où je me dirigeais. J'avais prévu ça aussi. Mon ami Rick me devait une faveur. Il allait chercher sa sœur à l'aéroport ce matin-là. Je suis passé chez lui et je lui ai donné mon téléphone. Garde-le avec toi jusqu'à ce soir, lui ai-je dit. Quelqu'un pourrait le suivre. Rick m'a regardé comme si j'étais fou, mais il a accepté. Avec mon téléphone en route pour l'aéroport Hartsfield-Jackson, je me suis dirigé vers ma véritable destination, terminant mes préparatifs. J'ai rencontré une entreprise de déménagement à 11 h. Il viendrait vendredi à 14 h pour emballer et transporter mes meubles jusqu'à l'entrepôt de stockage. Coût, 800 €. J'ai visité le bureau de gestion de notre appartement à 13 h. Je dois être retiré du bail, leur ai-je dit. La responsable avait l'air mal à l'aise. Nous exigeons un préavis de 60 jours pour les modifications de bail. Je comprends. Mon avocat vous contactera. Je lui ai donné la carte de Gérald. À 15 h, j'ai acheté un billet d'avion aller simple pour Dallas. Départ samedi matin, 6h45. À 16 h, je suis rentré à la maison et j'ai emballé le reste de mes affaires essentielles. Tout ce qui comptait pour moi était maintenant dans des boîtes dans le garage. Je ne suis pas rentré à la maison mercredi soir. Au lieu de cela, je suis resté chez un ami de Carl dans la banlieue d'Atlanta. Laissons Whitney penser que je voyageais vraiment. Elle a dû essayer d'appeler Carl jeudi matin, j'avais 7 appels manqués et une série de textos. Où es-tu, James? S'il te plaît, réponds. Ça ne me semble pas normal. J'ai attendu 30 minutes, puis j'ai répondu, voyage prolongé jusqu'à vendredi. On se voit dimanche. Jeudi, j'ai tout finalisé avec Gérald. Les papiers étaient complets. Tout ce que j'avais à faire était de les laisser pour que Whitney les trouve. Vendredi après-midi, les déménageurs sont arrivés à 14 h pile. 2 gars dans la trentaine avec un camion sur lequel était écrit Atlanta Metro Mover. J'avais parfaitement calculé mon coût. Whitney était à une présentation marketing de l'autre côté de la ville et ne rentrerait pas avant 18h30 au plus tôt. Nous prenons tout ce qui est sur cette liste, leur ai-je dit, en leur tendant l'inventaire que j'avais préparé. Les meubles de la chambre,
la commode et la table de nuit seulement, le bureau du bureau, la bibliothèque et toutes ces boîtes du garage. Ils ont travaillé avec une efficacité silencieuse, professionnelle. Pas de question sur la raison pour laquelle un homme marié déménageait ses affaires en plein milieu de la journée. Ils avaient probablement déjà vu ça avant. Je me suis tenu dans le salon et je les ai regardés emporter ma commode. Celle que j'avais achetée dans un magasin de meubles vintage quand j'avais déménagé à Atlanta 3 ans avant même de rencontrer Whitney. Elle était à moi avant nous. Maintenant, elle était à moi après nous, aussi. Le bureau a suivi. Puis les boîtes. Puis mes vêtements, toujours sur des cintres, chargés dans une boîte penderie. À 16h15, c'était fini. Le camion s'est éloigné, en direction de l'entrepôt de stockage sur Piedmont Road. J'ai traversé l'appartement une dernière fois. Il avait l'air étrange sans mes affaires. La chambre semblait déséquilibrée avec seulement la commode de Whitney contre un mur. Le bureau n'était qu'un espace vide avec des empreintes dans le tapis là où mon bureau avait été. Dans la salle de bain, seuls ses cosmétiques tapissaient le comptoir. Dans le placard, seuls ses vêtements pendaient à la tringle. On aurait dit que j'avais déjà été effacé. Parce que je l'avais été, de ma propre main. Je me suis tenu à l'entrée de la chambre et j'ai senti le poids de 7 ans peser sur moi. 7 ans de matins partagés et de blagues privées et de savoir exactement comment elle aimait son café. 7 ans à construire quelque chose que je croyais solide. Tout cela sapé en une semaine par 3 personnes qui pensaient que les relations étaient des jeux que l'on pouvait manipuler et documenter pour s'amuser. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo de la chambre à moitié vide. Pas pour la documentation, juste pour me souvenir. Pour me souvenir que j'avais vraiment fait ça, que j'avais eu la force de quitter quelqu'un que j'aimais parce qu'elle avait cessé de me respecter. Puis je suis parti. Je suis allé à la banque et j'ai retiré ma moitié de notre épargne commune, 23 500 €. J'ai laissé la moitié de Whitney intacte. Puis j'ai retiré 4 000 de notre compte courant commun, laissant 4 200, assez pour couvrir ma part des factures à venir, que j'avais de toute façon déjà payées. À 17h, je suis retourné à l'appartement une dernière fois. J'ai placé les papiers de consultation de divorce sur le comptoir de la cuisine. À côté, j'ai mis la demande de résiliation de bail signée. Puis j'ai écrit un mot. Whitney. J'ai tout entendu ce vendredi soir dans ta voiture. Tes collègues t'ont convaincu de m'ignorer pour établir ta domination. Considère-la comme établie. Tu peux avoir quelqu'un qui joue à ces jeux. Je ne suis pas cette personne. Mon avocat te contactera lundi. L'épargne commune a été partagée à 50-50e. J'ai payé ma part des factures du mois prochain. L'appartement est à toi si tu le veux. J'en ai fini d'être l'expérience psychologique de quelqu'un. James. J'ai laissé le mot sur les papiers, j'ai jeté un dernier regard autour de moi et je suis sorti. Vendredi soir, je me suis enregistré dans un hôtel près de l'aéroport. J'ai éteint mon téléphone à 23h. Samedi matin, Whitney a dû se réveiller dans notre chambre presque vide. J'imaginais sa panique, sa confusion, le moment où elle lirait ma note et réaliserait que je savais tout depuis le début. Je n'ai pas rallumé mon téléphone. Je ne voulais pas voir les messages. Au lieu de cela, je suis allé à l'aéroport et j'ai pris mon vol pour Dallas. Carl est venu me chercher à 9h30. Tu l'as vraiment fait, a-t-il dit. Je l'ai vraiment fait. Comment te sens-tu? J'y ai pensé. Libre. Dimanche était le 8e jour. Le jour où Whitney s'attendait à ce que je revienne en rampant, désespérée de son attention après une semaine d'ignorance. Au lieu de cela, elle est rentrée dans un appartement vidé avec des papiers de divorce. Je le savais car lundi matin, Gérald m'a appelé. Votre femme a essayé de vous joindre, a-t-il dit. 47 appels manqués, 63 messages textes. Que disent-ils? Beaucoup d'excuses, beaucoup de panique. Elle veut parler. Dites-lui que toute communication passe par vous. Gérald a fait une pause. James, je dois vous demander. Y a-t-il une partie de vous qui veut se réconcilier? J'ai regardé par la fenêtre de la chambre d'amis de Carl. Peut-être, un jour, mais pas avant qu'elle ne comprenne ce qu'elle a vraiment fait de mal. Gérald a appelé Whitney cet après-midi-là. Je n'ai pas écouté la conversation, mais il m'en a parlé plus tard. Je lui ai expliqué que vous demandiez que toute communication passe par moi,
a dit Gérald. Elle ne l'a pas bien pris. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que c'était insensé. Que cela ne faisait que 8 jours. Je lui ai dit que c'était 8 jours de manipulation émotionnelle intentionnelle de sa part et que vous preniez le temps d'évaluer si une réconciliation était possible. Et elle m'a raccroché au nez. Mardi soir, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Les messages se sont chargés lentement, des dizaines et des dizaines. James, s'il te plaît. Je suis tellement désolé. C'était stupide. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut en parler. Je ferai n'importe quoi. Je les ai tous lus. Puis j'ai de nouveau éteint le téléphone. Mercredi matin, je me suis assis et j'ai écrit un email à Whitney. Le premier contact direct depuis mon départ. Whitney. J'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Pas seulement l'ignorance, mais ce qui y a mené. Tu as choisi de croire des collègues que tu connais depuis 2 ans plutôt que de faire confiance à un mariage que nous avons construit sur 7 ans. Tu as pensé que la manipulation était une stratégie relationnelle acceptable. Tu as documenté notre relation comme une expérience sociale. Mais la partie qui fait le plus mal, tu pensais si peu de moi que tu as cru que je m'en dirais des miettes de ton attention. Je ne suis pas cet homme. Je ne l'ai jamais été. Je ne sais pas si tes collègues projetaient leurs propres problèmes relationnels sur les nôtres ou si tu te sentais vraiment sous-apprécié. Quoi qu'il en soit, la solution n'était pas la guerre psychologique. Je reste à Dallas pour l'instant. J'ai besoin d'espace pour déterminer s'il existe une version de nous qui n'inclut pas de jeu, de test ou de points à prouver. Si tu veux parler, vraiment parler, pas jouer un rôle pour un public, je serai ouvert à cela, mais pas encore. Tu voulais établir ta domination. Félicitations. Tu domines maintenant un appartement vide. James. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. James, je suis tellement désolé. J'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. S'il te plaît, rentre à la maison. S'il te plaît, laisse-moi réparer ça. Je n'ai pas répondu. Au cours des jours suivants, j'ai appris ce qui s'était passé par l'intermédiaire de Gérald, qui est resté en contact avec l'avocat de Whitney car, oui, elle en avait engagé un aussi, non pas pour me combattre, mais pour faciliter la communication. Apparemment, Whitney avait confronté ses collègues au bureau. Ça ne s'était pas bien passé. Selon les sources de Gérald, elle s'était approchée de leur bureau et avait dit assez fort pour que tout l'étage entende « Vous m'avez dit d'ignorer mon mari pendant une semaine pour établir ma domination. Vous avez dit qu'il supplierait pour mon attention au 3e jour. Vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé? Il a déménagé. Il a engagé un avocat spécialisé en divorce. Il a partagé nos comptes bancaires et il a fait tout ça pendant que je jouais à votre jeu stupide. » Le bureau était devenu silencieux. Whitney avait rassemblé ses affaires et était partie. Elle avait demandé un transfert dans un autre département. Elle avait parlé à la DRH de l'environnement de travail hostile que ses collègues avaient créé. Toutes les 3 avaient reçu des avertissements formels. Elle les avait complètement coupés de sa vie. C'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Les jours se sont transformés en semaines. Whitney m'envoyait des emails quotidiens. Des longs, des courts, des excuses, des colères, des tristes. J'ai lu chacun d'eux, mais je n'ai pas répondu. 3 semaines après mon départ, j'ai finalement répondu. Whitney. Je lis tes emails. Je crois que tu es désolé, mais être désolé ne répond pas aux questions importantes. Pourquoi leur as-tu fait plus confiance qu'à moi? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé si tu te sentais sous-apprécié? Pourquoi ton premier instinct a-t-il été la manipulation au lieu de la communication? J'ai besoin de savoir que tu comprends pourquoi c'était mal, pas seulement que ça a eu de mauvais résultats. James. Sa réponse est arrivée cette nuit-là. Elle était différente des autres. Brute, honnête. Tu veux la vérité. Je me sentais invisible. Tu travailles de longues heures. Tu es content de la routine. Je voulais de la passion, du drame, la preuve que je comptais encore pour toi au-delà d'être une habitude confortable. Et mes collègues m'ont fait me sentir écouté. Elles m'ont fait sentir que mes sentiments étaient valides au lieu d'être stupides. Elles m'ont fait me sentir puissante quand je me sentais impuissante. Mais elles m'ont aussi rendu cruelle. Elles m'ont fait te traiter comme un adversaire au lieu d'un partenaire.
Je suis en thérapie maintenant, 2 fois par semaine, pour comprendre pourquoi j'ai cherché la validation de personnes qui nous connaissaient à peine au lieu de l'homme que j'ai épousé. Je comprends pourquoi c'était mal. Parce que j'ai utilisé ta confiance comme une arme. Parce que j'ai traité notre mariage comme un jeu avec des gagnants et des perdants. Parce que j'ai choisi l'ego plutôt que l'empathie. Je n'attends pas de pardon. Je veux juste que tu saches que je comprends enfin. Whitney. J'ai lu cet email 5 fois. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai fixé le plafond de la chambre d'amis de Carl. Elle avait raison sur certaines choses. J'avais été à l'aise, peut-être trop à l'aise. J'avais cessé de la faire se sentir spéciale parce qu'elle était juste là. Mais cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait. 2 semaines plus tard, 6 semaines après mon départ, j'ai appelé Whitney. Elle a répondu à la première sonnerie. James. Salut, ai-je dit. Je l'ai entendu se mettre à pleurer. Je n'appelle pas pour rentrer à la maison, ai-je dit. J'appelle pour parler. D'accord. Sa voix tremblait. D'accord, j'écoute. J'ai pensé à ton email, au fait de te sentir invisible. James, Laisse-moi finir. Tu avais raison sur certaines choses. J'étais à l'aise, peut-être trop à l'aise. J'ai arrêté d'essayer de te faire sentir spécial parce que tu étais déjà là. Silence. Cela n'excuse pas ce que tu as fait, ai-je continué. Mais je comprends ce qui t'a rendu vulnérable aux mauvais conseils. Qu'est-ce que cela signifie, a demandé Whitney. Cela signifie que je suis prêt à parler de la possibilité de réparer ça. Pas maintenant, pas encore, mais éventuellement. Quand? Quand je serai sûr que tu as vraiment changé, pas seulement que tu es désolé d'avoir été prise. Nous avons commencé à avoir des appels vidéo hebdomadaires après ça. Chaque dimanche à 19 h, nous parlions de nos journées, de nos séances de thérapie, de ce que nous apprenions. Nous ne parlions pas de nous. Nous reconstruisions simplement l'amitié. Semaine 8, Whitney m'a envoyé ses notes de thérapie. Son thérapeute lui avait donné la permission. L'objet était « Mes schémas de recherche de validation externe ». Je les ai lus. Des pages et des pages d'introspection sincère. Elle faisait le travail. J'ai répondu « C'est du bon travail. Continue ». Semaine 9, j'ai pris l'avion pour Atlanta pour le week-end. Je ne suis pas resté à l'appartement. J'ai réservé un hôtel. Samedi matin, nous nous sommes retrouvés au Dancing Goats Coffee à Ponce. Notre première rencontre en personne depuis mon départ. Whitney avait l'air différente. Fatiguée. Plus mince. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose de plus clair. J'ai préparé un discours, a-t-elle dit. Ne le fais pas, ai-je répondu. Je n'ai pas besoin d'un discours. J'ai besoin de voir si nous pouvons nous asseoir ensemble sans jeu. Nous avons parlé pendant 3 heures. Du travail, de Dallas, de la thérapie, de tout sauf de l'ignorance. C'est agréable, ai-je dit. Finalement. Oui, a convenu Whitney. Mais ce n'est aussi que du café. Elle a hoché la tête, essayant de ne pas pleurer. Semaine 10. J'ai dit à Whitney que je prolongeais mon séjour à Dallas indéfiniment. Est-ce que tu reviens, a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore. Que puis-je faire? Continue d'être honnête. Continue la thérapie. Continue de prouver que ce n'est pas un changement temporaire. Semaine 11. Une de ses anciennes collègues, Kimberly, a essayé d'envoyer un message à Whitney sur Instagram. Tu me manques. On devrait aller boire un verre. Whitney a fait une capture d'écran et me l'a envoyé. Voici ce que je ne fais plus. Puis elle les a bloqués toutes les 3 sur toutes les plateformes. J'ai répondu, bien. Semaine 12, 3 mois après mon départ. J'ai appelé Whitney un mardi soir. Je rentre à la maison ce week-end, ai-je dit. Pour une visite. Pour parler de rentrer à la maison de façon permanente. J'ai entendu sa respiration se couper. Vraiment? À des conditions? N'importe lesquelles. N'accepte pas avant de les avoir entendues. Samedi après-midi, je me suis tenu à l'entrée de notre appartement pour la première fois en 3 mois. Whitney avait tout nettoyé. Les sols brillaient.
Des fleurs fraîches étaient sur le comptoir de la cuisine. Elle avait même acheté de nouveaux coussins pour le canapé, le genre que j'avais toujours dit que nous devrions acheter, mais que nous n'avions jamais pris la peine de le faire. Elle avait l'air terrifiée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle me faisait signe d'entrer. J'avais une valise avec moi. Le reste de mes affaires était encore à Dallas, dans le garage de Carl. Je ne ramenais pas tout avant d'être sûr de rester. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table où nous avions pris le petit déjeuner ensemble des centaines de fois. Où nous avions fait nos impôts et planifié des vacances et eu des disputes sur le tour de qui était de faire la vaisselle. Maintenant, cela ressemblait à un territoire neutre. La Suisse. Je reviendrai, ai-je dit, si nous nous mettons d'accord sur certains points non négociables. Whitney a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Dis-moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application de notes. J'avais écrit ça. Je devais m'assurer de ne rien oublier sur le moment. 1. Ai-je dit, nous restons tous les deux en thérapie individuelle pendant au moins 6 mois. Après ça, nous commençons une thérapie de couple ensemble. Pas à la place de la thérapie individuelle, en plus. D'accord, a dit Whitney immédiatement. 2. Tu ne parles plus jamais à ces 3 collègues. Pas lors d'événements professionnels. Pas si tu les croises à l'épicerie. Pas si elles te contactent sur les réseaux sociaux. Plus jamais. Elles sont complètement coupées de ta vie. Elle a hoché la tête. Déjà fait. Je les ai bloquées partout il y a 2 mois. Bien. 3. Transparence totale. J'ai besoin de savoir à qui tu parles de notre relation, quels conseils tu reçois, ce que tu ressens. Si tu passes une mauvaise journée, j'ai besoin de le savoir. Si quelqu'un au travail fait un commentaire sur nous, j'ai besoin de le savoir. Plus de secrets. Je peux faire ça, a dit Whitney. 4. Si jamais tu te sens à nouveau sous-apprécié ou invisible, tu me le dis directement. Le jour même, pas des semaines plus tard, pas par une cascade dramatique. Tu utilises tes mots comme une adulte et tu me dis, James, je me sens invisible en ce moment. Peux-tu faire ça? Ses yeux étaient humides maintenant. Mais elle a continué à hocher la tête. Oui. 5. Ai-je continué? C'est le plus important. Nous reconstruisons ce mariage à partir de 0. Je ne reviens pas à ce que nous avions avant. Ce mariage s'est terminé quand tu as choisi de jouer à des jeux au lieu d'être honnête avec moi. Nous commençons quelque chose de complètement nouveau. De nouvelles attentes, de nouveaux schémas, tout de neuf. Whitney est restée silencieuse un long moment. Quand elle a parlé, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quelque chose de nouveau. J'ai posé mon téléphone et je l'ai regardé directement. Ça veut dire que je ne vais plus être à l'aise. Ça veut dire des soirées en amoureux hebdomadaires que nous planifions tous les deux et qui nous importent vraiment à tous les deux. Ça veut dire que je vais te demander comment tu te sens et que tu vas me dire la vérité. Ça veut dire que nous parlons de notre relation ouvertement, honnêtement, même quand c'est inconfortable. Ça veut dire des efforts de la part de nous deux. De vrais efforts, pas seulement coexister dans le même espace et appeler ça un mariage. Je peux faire ça, a dit Whitney. Je veux faire ça. Je veux faire l'effort. J'ai levé la main. Voici la partie difficile. La partie que tu dois vraiment entendre et comprendre. Ma confiance en toi est brisée. Pas endommagée, pas fissurée, brisée. Éclatée. Tu ne la regagnes pas en promettant de changer. Tu ne la regagnes pas en allant en thérapie pendant quelques mois. Tu la regagnes en changeant réellement, de manière constante, pendant longtemps. En prouvant par tes actions, pas par tes mots, que tu comprends ce que tu as fait de mal. Combien de temps, a-t-elle demandé? Combien de temps cela prendra-t-il? Je ne sais pas. Aussi longtemps que ça prendra. Peut-être 1 an, peut-être 2, peut-être plus. Et si ce n'est pas acceptable pour toi, si tu as besoin d'un calendrier ou d'une garantie, alors dis-le-moi maintenant et je remonterai dans un avion pour Dallas. Whitney pleurait maintenant, mais elle ne détournait pas le regard. Elle n'a pas essuyé ses larmes ni ne s'est excusée pour elle. Elle est juste restée là, les laissant couler, et a dit, c'est acceptable. Je n'ai pas besoin d'un calendrier. Je passerai autant de temps qu'il le faudra à prouver que j'ai changé. Si c'est 1 an, très bien.
Si c'est 5 ans, très bien. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai brisé ta confiance. Ce n'est pas à moi de décider combien de temps il faut pour réparer ça. Je l'ai observé attentivement, cherchant le moindre signe de performance, le moindre indice qu'elle disait ce que je voulais entendre plutôt que ce qu'elle pensait, mais tout ce que j'ai vu, c'était une honnêteté brute. D'accord, ai-je dit finalement. Alors j'ai serré aussi. Whitney a tendu la main sur la table, puis s'est arrêtée. Puis-je te serrer dans mes bras? Pas encore, ai-je dit. Laisse le temps faire. Elle a retiré sa main et a hoché la tête. D'accord, du temps. Je peux faire ça. C'était il y a 9 mois. Maintenant, notre mariage ne ressemble en rien à ce qu'il était avant. Nous avons un rituel hebdomadaire le dimanche matin, un café chez Octane dans le West Side, où nous parlons de notre semaine, de nos séances de thérapie, et si nous sommes vraiment heureux ou si nous faisons juste semblant. Whitney a de nouvelles amies au travail. De vraies amies, celles qui soutiennent des relations saines au lieu de les traiter comme un divertissement. Le mois dernier, elle a croisé Kimberly à l'épicerie. Kimberly a essayé de l'approcher. Whitney s'est retournée et a marché dans l'autre direction sans un mot. Elle m'en a parlé ce soir-là, non pas parce qu'elle devait le faire, mais parce que c'est ce que nous faisons maintenant. J'ai finalement vidé l'entrepôt de stockage la semaine dernière. Cela m'a semblé significatif, comme si je m'engageais vraiment à rester. Nous sommes en thérapie de couple maintenant, en plus de nos séances individuelles. La semaine dernière, notre thérapeute nous a demandé ce que nous avions appris de l'incident de l'ignorance. Whitney a dit, « J'ai appris que les jeux détruisent la confiance, et que la confiance est plus difficile à reconstruire qu'à détruire. » J'ai dit, « J'ai appris que je suis capable de quitter les gens que j'aime s'ils ne me respectent pas. » Le thérapeute a demandé si nous étions contents d'être restés ensemble. Nous nous sommes regardés. Whitney a répondu en premier. « Je suis contente que nous ayons eu une seconde chance. Mais je ne suis pas contente de ce qu'il a fallu pour en arriver là. » J'ai acquiescé. Cette version de notre mariage est meilleure, mais elle est née du fait d'avoir failli tout perdre. Sommes-nous heureux? La plupart du temps, oui. Sommes-nous à l'aise? Non. Et c'est probablement une bonne chose. Whitney a encore des moments où elle cherche la validation au mauvais endroit. J'ai encore des moments où je me demande si j'aurais dû rester à Dallas. Mais voilà ce qu'il en est de la reconstruction. On ne peut pas sauter les parties difficiles. On ne peut pas avancer rapidement jusqu'à ce que tout aille bien. On reste dans l'inconfort jusqu'à ce qu'il devienne autre chose. Hier soir, Whitney m'a demandé, « Me fais-tu à nouveau confiance ?» J'ai été honnête. Pas complètement, mais plus qu'il y a 6 mois et plus que le mois dernier. Elle a hoché la tête. N'a pas argumenté. Juste d'accord. Je continuerai à le mériter. C'est la nouvelle normalité. Pas de jeu, pas de test, juste 2 personnes qui ont failli détruire quelque chose de bien et qui travaillent chaque jour à construire quelque chose de meilleur. L'expérience de l'ignorance nous a appris une leçon à tous les deux. Whitney a appris que la manipulation détruit les relations. J'ai appris que partir est parfois le seul moyen de se sauver. Mais la leçon la plus importante, certaines limites, une fois franchies, changent tout. On ne peut pas redevenir qui on était avant. On peut seulement décider qui on veut devenir après. Nous avons choisi de devenir meilleurs, séparément puis ensemble. La semaine dernière, nous avons célébré notre premier anniversaire, non pas la date de notre mariage, mais la date de mon retour. Notre véritable anniversaire, comme l'appelle Whitney maintenant. Nous sommes allés dîner dans un petit restaurant à Virginia Island. Rien d'extraordinaire, juste de la bonne nourriture et une conversation honnête. Le regrettes-tu parfois, a demandé Whitney. D'être parti comme tu l'as fait? J'y ai pensé. Non. Regrettes-tu ce qui y a mené? Chaque jour, a-t-elle dit. Mais je suis reconnaissante de là où ça nous a menés. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Moi aussi. Et je le pensais. L'expérience de l'ignorance était censée établir la domination, me faire supplier pour de l'attention. Prouver que Whitney avait le pouvoir dans notre relation. Au lieu de cela, elle a prouvé toute autre chose. Elle a prouvé que le respect ne peut pas être manipulé pour exister. Que la confiance, une fois brisée, nécessite un vrai travail pour être réparée.
Que parfois, le seul moyen de sauver une relation est d'être prêt à la perdre. Nous ne sommes pas les mêmes personnes que nous étions avant ce vendredi soir dans sa voiture. Nous sommes meilleurs, plus durement gagnés, plus honnêtes, et chaque jour, nous nous choisissons à nouveau. Non pas par habitude, non pas par confort, mais parce que nous savons exactement ce que nous perdrions si nous ne le faisions pas. C'est ça, la vraie domination. Pas l'un sur l'autre, mais sur nos propres pires instincts. Nous l'avons tous les deux établi, mais pas de la manière que quiconque attendait. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous? Voici notre analyse. Donc, ses collègues lui ont dit de vous ignorer pour prouver que vous l'aimiez. Et quand vous avez réagi en partant réellement, soudainement, c'est vous qui étiez dramatique. La logique fait défaut. Elle a fabriqué une crise pour tester votre dévouement et s'est fâchée lorsque les résultats du test ont montré que vous aviez du respect pour vous-même. C'est ce qui arrive quand les gens prennent des conseils relationnels sur les réseaux sociaux au lieu de, je ne sais pas, avoir une vraie conversation avec leur partenaire. Se sentir invisible dans son mariage est légitime. Utiliser le silence comme une arme pour manipuler une réaction ne l'est pas. Le fossé entre ces deux choses s'appelle la communication, et elle l'a complètement ignoré. Ce qui ressort vraiment, c'est qu'elle n'a pas avoué avant que vous ne révéliez que vous saviez tout depuis le début. Elle aurait continué à s'enfoncer dans le mensonge si vous ne l'aviez pas forcé à avouer avec cette note. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait une erreur. C'est quelqu'un qui s'est engagé dans la manipulation jusqu'à ce qu'il soit impossible de le nier. La réconciliation pourrait fonctionner, mais seulement parce que vous avez fixé de vraies limites et que vous vous y êtes tenu. Que pensez-vous de leur décision de reconstruire?